Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir, où nous voyageons dans le passé pour vous aider à plonger confortablement dans le sommeil. Abonnez-vous et aimez, car à la fin de la lecture, vous serez profondément endormi. Fermez les yeux et plongez dans l'histoire. Dans cette lecture, nous attend un voyage inhabituel et même choquant. Nous pensons généralement que nous connaissons le monde, ses cultures et les coutumes des différents peuples. Cependant, que diriez-vous si je vous parlais de personnes qui modifient volontairement la forme de leur crâne pour se conformer aux standards de beauté de leur tribu? Ou si je vous racontais l'histoire d'un groupe où de jeunes hommes, pour devenir adultes, subissent les piqûres de centaines de fourmis venimeuses, une épreuve dont la douleur peut durer des heures et qui est comparable à des brûlures. Sur notre planète vivent des milliers de peuples, chacun ayant ses propres traditions uniques, parfois difficiles à comprendre pour nous. Ces coutumes se transmettent de génération en génération et deviennent une partie intégrante de l'identité culturelle. Elles surprennent et émerveillent, suscitant parfois l'émerveillement, et reflètent toujours le monde intérieur et les valeurs de leur communauté. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi il existe des standards de beauté dans différentes régions du monde qui peuvent vous horrifier. Nous découvrirons comment des épreuves à la limite de la vie deviennent un symbole de maturation et pourquoi certains rituels qui suscitent l'incompréhension ou la peur continuent d'exister. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant des coutumes et des traditions humaines, dont beaucoup vous seront présentés pour la première fois. Notre voyage commencera en Amérique du Sud, au sein des anciennes civilisations indiennes du Pérou moderne. Imaginez que nous sommes transportés plusieurs millénaires en arrière, sur la côte aride de la péninsule de Paracas, où prospérait, il y a environ 3000 ans, la civilisation éponyme. Ces anciens peuples impressionnent les chercheurs par leurs réalisations dans l'art, la médecine et le tissage. Par exemple, les tissus de la culture Paracas émerveillent les archéologues par leurs motifs complexes et délicats, représentant des centaines de textiles faits à la main dans différentes couleurs. Cependant, une tradition véritablement unique et mystérieuse suscite encore plus d'intérêt, ayant choqué non seulement les chercheurs contemporains, mais aussi les premiers à explorer ces cultures. Il s'agit de l'allongement du crâne humain. Au début du XXe siècle, l'archéologue péruvien Julio Tello, lors de fouilles d'anciennes sépultures, et ses collègues furent frappés. Ils extrayaient des restes humains avec des têtes inexplicablement allongées, déformées vers le haut et vers l'arrière. Au départ, des théories mystiques émergèrent, suggérant qu'il s'agissait des restes d'extraterrestres, mais avec le temps, les scientifiques découvrirent la véritable raison de cette forme inhabituelle du crâne. En réalité, les crânes allongés étaient le résultat d'une procédure spéciale, commencée dès la naissance. Chez les nouveau-nés, le crâne est composé de plaques osseuses souples, entre lesquelles se trouvent des fontanelles, des zones permettant au crâne de changer de forme et de croître durant les premières années. Profitant de cette particularité, les anciens habitants de Paracas enveloppaient soigneusement les têtes des nouveau-nés avec des tissus et des planches en bois. Grâce à cette pression prolongée, le crâne s'allongeait progressivement, prenant une forme si inhabituelle qu'elle a étonné les archéologues. Pourquoi les gens étaient-ils prêts à subir de telles procédures douloureuses et prolongées? Et pourquoi les parents soumettaient-ils leurs enfants à de telles pratiques? Avant tout, cela était lié aux traditions religieuses. Pour les anciennes civilisations d'Amérique du Sud, la beauté du corps n'était pas simplement perçue comme un idéal esthétique,
mais comme quelque chose de directement lié aux croyances religieuses et aux mythes. Le crâne allongé symbolisait un lien particulier avec les dieux et les esprits. On croyait que les personnes ayant des têtes allongées avaient la capacité de communiquer directement avec des forces supérieures et de recevoir de leur part des connaissances et une protection. Ainsi, la tête allongée était considérée comme une antenne reliant l'individu au Dieu. Une autre raison de cette coutume était la démonstration d'un statut élevé et d'une appartenance sociale. Le droit à la déformation du crâne n'était accordé qu'aux membres de la noblesse et du clergé, tandis que les simples citoyens ignoraient généralement cette pratique. Ainsi, un crâne allongé indiquait immédiatement un aristocrate ou un prêtre, soulignant sa position particulière dans la société. Les découvertes archéologiques le confirment. Les sépultures avec des crânes allongés étaient souvent accompagnées de riches offrandes, de bijoux, de tissus raffinés, de vaisselle cérémonielle et d'objets cultuels. Les scientifiques soulignent les conséquences négatives de cette tradition sur la santé. Bien que la procédure soit réalisée progressivement, elle pouvait entraîner des maux de tête persistants, des troubles de la vision et même une augmentation de la pression intracrânienne. Néanmoins, les gens étaient prêts à prendre ce risque, car les valeurs religieuses et culturelles revêtaient pour eux une importance bien plus grande que le confort physique. Il est intéressant de noter qu'une pratique similaire existait également dans d'autres cultures d'Amérique. Par exemple, chez la civilisation Maya, qui habitait les territoires de l'actuel Mexique, du Belize, du Guatemala et du Honduras, les crânes étaient également allongés dès l'enfance. Cela est confirmé par de nombreuses sources écrites et des images sur les murs des temples, où les têtes allongées étaient principalement rencontrées chez les membres de la noblesse. Ces représentations soulignaient leur statut social élevé et leur proximité avec les forces divines, ce qui confirme à nouveau le lien religieux profond de cette tradition. Les Mayas sont allés encore plus loin dans les modifications corporelles, en plus de l'allongement des crânes, en pratiquant également la transformation de la forme des dents. Ils limaient les dents de devant en des formes pointues, rappelant les crocs des jaguars et des requins, vénérés pour leur force et leur bravoure. Pour ce faire, les anciens artisans utilisaient des outils en minéraux durs, et de petits trous dans l'émail étaient percés à l'aide de forêts en obsidienne primitif. Bien que la procédure fût extrêmement douloureuse, la valeur de cette tradition poussait les gens à endurer la douleur et l'inconfort. Dans la culture Nazca, qui a succédé à la civilisation Paracas et est célèbre pour ses mystérieux dessins géants, la pratique de l'allongement des crânes a atteint de nouvelles dimensions. Parmi les découvertes archéologiques, un crâne trouvé dans le nécropole de Churchill, situé à proximité des célèbres géoglyphes, attire particulièrement l'attention. Il est si allongé que sa longueur est presque 1,5 fois supérieure à celle d'une tête humaine standard, et sa forme rappelle un grand objet ovale se rétrécissant brusquement vers le haut. Lorsque les archéologues ont extrait le crâne du sol pour la première fois, ils ont douté qu'une telle déformation extrême ait pu être atteinte de manière artificielle, sans causer de dommages sérieux au système respiratoire. Cependant, des recherches approfondies ont confirmé que la déformation était effectivement artificielle et avait commencé dans l'enfance, se poursuivant pendant de nombreuses années. Au début du XVe siècle, lorsque les conquistadors espagnols ont rencontré pour la première fois les peuples d'Amérique centrale et du Sud, ils ont vu des personnes avec des crânes allongés en forme d'œuf.
pour ceux qui avaient grandi dans d'autres traditions culturelles et religieuses, une telle pratique semblait sauvage et barbare. Dans leurs chroniques, les Européens décrivaient avec un dégoût manifeste les crânes déformés, soulignant que cette déformation de la forme naturelle du corps contredisait directement les idéaux chrétiens et les normes morales. De nombreux missionnaires percevaient cette tradition comme une manifestation évidente du paganisme et des cultes sataniques. C'est pourquoi ils s'opposaient avec fermeté et vigueur à celle-ci. Le rejet catégorique et les répressions sévères des Espagnols contre les rituels païens sont devenus la principale raison de la disparition de la pratique de l'allongement des têtes. Dans les nouvelles conditions rigoureuses de la domination espagnole, les habitants locaux ont perdu la possibilité de suivre librement leurs coutumes culturelles et religieuses. En fin de compte, en seulement quelques années, cette tradition a disparu, ne subsistant que dans les découvertes archéologiques et les écrits des chroniqueurs européens. Déplaçons-nous maintenant en Asie du Sud-Est, où nous attend une tradition tout aussi étonnante des femmes girafes du peuple Karen. Nous nous trouvons dans les jungles tropicales, montagneuses de l'actuelle Birmanie et de la Thaïlande, où, au milieu des forêts denses, des collines pittoresques et des vallées fluviales difficilement accessibles, réside le peuple Padaung, un sous-groupe des Karen. Ce peuple montagnard préserve ses traditions uniques, presque inchangées depuis des centaines d'années. Parmi les nombreuses traditions, se distingue particulièrement la pratique des femmes girafes, reconnues pour leurs impressionnantes longues coues. Malgré ce nom, elles n'ont en réalité pas de vertèbres cervicales allongées. Leur apparence unique est formée grâce à des anneaux en cuivre ou en laiton que l'on place sur le cou des filles dès leur plus jeune âge. Les premiers anneaux sont généralement mis autour du cou à l'âge de 5-6 ans. Et ce processus est accompagné d'un rituel spécial, au cours duquel les femmes âgées de la famille installent pour la première fois les anneaux sur la petite fille. Au fil des ans, le nombre d'anneaux augmente progressivement, ajoutant 1 ou 2 tous les quelques années. En conséquence, leur nombre total peut atteindre 25 ou plus, et le poids de cet ornement atteint parfois environ 10 kilos. Bien que les vertèbres cervicales ne s'allongent pas, un effet visuel inhabituel est créé grâce au fait que, sous le poids des anneaux, les épaules, les clavicules et la cage thoracique de la femme s'abaissent, ce qui allonge visuellement le cou. Ce processus est long et progressif, donc les changements se produisent lentement et sans douleur, mais peuvent provoquer un certain inconfort et limiter les mouvements. Qu'est-ce qui a causé l'émergence de cette tradition et quelle est son histoire? Selon les légendes du peuple Padaung, il existe une ancienne histoire selon laquelle un jour, les hommes sont partis à la chasse, laissant les femmes et les enfants dans le village. En leur absence, des esprits malveillants de la jungle ont attaqué la communauté, cherchant à enlever et à détruire les habitantes locales. Dans la confusion, les femmes ont commencé à prier leur esprit protecteur pour obtenir de l'aide, et en réponse, il leur a été conseillé de porter des anneaux métalliques autour du cou pour se protéger des attaques des forces maléfiques et des animaux sauvages. Les anneaux en sont venus à être perçus comme un puissant amulette protecteur, aidant à repousser les esprits malveillants et à apporter de la chance. Avec le temps, leur signification a évolué, passant d'un moyen de protection à un aspect important de l'identité culturelle et de la beauté des femmes du peuple Padong. En fin de compte, le long cou est devenu un symbole de grâce féminine, d'attractivité, ainsi que de force spirituelle et de protection contre les calamités et les maladies.
En plus de sa signification spirituelle et esthétique, cette pratique est également influencée par des aspects sociaux. Le nombre d'anneaux autour du cou d'une femme est directement proportionnel à son statut au sein de la communauté. Plus elle a d'anneaux, plus elle est valorisée en tant que fiancée, et plus sa famille est fière de son statut social élevé. Ainsi, les anneaux deviennent un puissant symbole de prestige social et de bien-être matériel. Les anthropologues et les culturalistes modernes proposent différentes versions sur l'origine et les raisons de cette tradition. Les chercheurs estiment que le port des anneaux pourrait avoir émergé comme un moyen de distinguer les femmes des peuples voisins, ce qui aidait à prévenir les enlèvements et les mariages avec des étrangers. Certains chercheurs estiment que cette tradition pourrait avoir émergé en raison du désir de souligner la dépendance physique des femmes, renforçant ainsi leur lien avec le groupe et réduisant la possibilité de quitter la communauté. Cependant, cette pratique présente également un aspect négatif. De nombreux anneaux affaiblissent les muscles du cou et des épaules, qui s'atrophient progressivement en raison de la pression constante et de la mobilité limitée. Si les anneaux sont retirés brusquement, la femme risque des blessures ou même des conséquences mortelles, car ses muscles et ses ligaments perdent la capacité de soutenir sa tête. C'est pourquoi les femmes Padaong ne retirent presque jamais leurs anneaux, même la nuit ou en cas de maladie. Étonnamment, le port des anneaux était à l'origine un privilège des femmes d'une certaine lignée, qui se considéraient comme des descendantes des esprits protecteurs. Avec le temps, cette tradition s'est répandue au sein de tout le peuple et est devenue un standard de beauté et de fierté largement accepté. Aujourd'hui, elle perdure grâce à l'intérêt des touristes. Au milieu du XXe siècle, de nombreux membres du peuple Padaong ont déménagé de Birmanie vers le nord de la Thaïlande pour échapper aux conflits et aux persécutions, s'installant dans des villages spéciaux qui sont rapidement devenus populaires auprès des voyageurs. Aujourd'hui, les femmes Padaong comprennent l'intérêt des touristes étrangers pour leur tradition et continuent de porter des anneaux, malgré les débats sur l'éthique de transformer cette ancienne pratique en attraction touristique. Cependant, elles soulignent souvent qu'elles portent les anneaux non pas sous la contrainte, mais par respect pour la culture et l'héritage de leurs ancêtres. Pour elles, c'est une expression vivante de leur appartenance à leur ancien peuple et un moyen de préserver leur unicité dans un monde en constante évolution. Maintenant, dirigeons-nous vers l'Afrique de l'Est pour découvrir une autre pratique inhabituelle de modification corporelle. Ici, dans le sud-ouest de l'Éthiopie moderne, vit le peuple Mursi, connu pour ses plaques en argile dans les lèvres. C'est l'une des tribus les plus mystérieuses du monde, ayant préservé son mode de vie pratiquement inchangé au fil des siècles, et s'attachant à des traditions qui suscitent l'étonnement et le choc chez de nombreux chercheurs contemporains. La tradition la plus connue du peuple Mursi est l'insertion de grandes plaques en argile dans la lèvre inférieure des femmes. Cette pratique, connue sous le nom de labré, existe depuis plusieurs siècles et se transmet de génération en génération. La procédure commence chez les filles vers l'âge de 14 ans, lorsque lors d'une cérémonie spéciale, accompagnée de chants et de danses rituelles, les femmes âgées perforent la lèvre de la jeune fille et y insèrent un bâton en bois comme bouchon. Avec le temps, le trou s'étire et le bâton est remplacé par des disques en argile ou en bois de plus en plus grands. Tous les quelques mois, la taille de l'insertion augmente, élargissant la lèvre à des dimensions étonnantes. Finalement, le diamètre de la plaque peut atteindre
20 cm ou plus. Une grande insertion en plastique rend la femme plus attrayante et belle selon les critères locaux. Cependant, derrière la beauté des plaques en argile se cache une signification beaucoup plus profonde, indiquant le statut social et les aspects culturels. Pourquoi le peuple Mursi choisit-il une forme aussi extraordinaire de décoration corporelle et quel rôle joue-t-elle? La plaque en argile symbolise la féminité, la beauté et la dignité. Les femmes avec de grandes plaques labiales sont considérées comme particulièrement attrayantes et attirent l'attention des hommes. De plus, la taille de ces insertions détermine souvent le montant de la dot que le fiancé doit verser à la famille de la mariée avant le mariage. Plus la plaque est grande, plus le statut de la femme est élevé et plus elle reçoit de respect dans la société. Cette coutume a également une signification spirituelle. Les membres du peuple Mursi croient que les grandes plaques labiales possédant une force particulière et une protection magique. Les croyances locales affirment que ces ornements protègent contre les esprits malins, les maladies et les malheurs, préservant à la fois la femme et sa famille. Dans ce contexte, cette tradition est comparable à d'autres coutumes africaines, où les ornements et les modifications corporelles sont perçus non seulement comme des éléments de beauté, mais aussi comme des amulettes. Des chercheurs, tels que des anthropologues et des ethnographes, avancent également différentes hypothèses sur l'origine de cette tradition. Selon l'une des versions populaires, la modification des lèvres était à l'origine utilisée pour protéger les femmes des enlèvements. Le peuple Mursi a souvent été en conflit avec des groupes voisins au fil des siècles, et l'enlèvement de femmes, lors de ces affrontements, était considéré comme une pratique courante, les femmes étant perçues comme une ressource précieuse, de potentielles épouses et travailleuses. Des lèvres fortement déformées rendèrent les femmes moins attrayantes et même effrayantes pour les ennemis, ce qui réduisait la probabilité de leur enlèvement lors des raids sur les villages et hameaux Mursi. Certains chercheurs estiment que la tradition pourrait avoir émergé comme un indicateur de maturité et de préparation d'une femme au mariage. Le rituel d'augmentation de la plaque labiale servait de signe évident que la jeune fille devenait adulte et prête à fonder une famille. Porter de telles grandes plaques est sans aucun doute inconfortable et nécessite des soins attentifs. Les femmes les retirent pendant les repas ou le sommeil, permettant ainsi à la lèvre de se détendre, puis remettent à nouveau les ornements. Avec le temps, les tissus des lèvres perdent leur élasticité et ne peuvent pas retrouver leur forme naturelle. Au cours des dernières décennies, la pratique du port de plaques labiales s'est progressivement estompée et les femmes modernes du peuple Mursi choisissent de plus en plus un mode de vie plus confortable, sans modifications corporelles extrêmes. Néanmoins, la tradition continue d'être préservée dans des villages plus isolés, où les générations plus âgées suivent encore les anciennes coutumes. Aujourd'hui, le peuple Mursi, comme de nombreux autres peuples autochtones, fait face à la pression de la civilisation moderne, ce qui entraîne une disparition progressive des traditions. Notre attention se tourne maintenant vers une autre période historique et région, la Chine médiévale, à l'époque des dynasties Song et Ming. C'est une époque d'élégance, de prospérité et de critères esthétiques stricts. C'est ici qu'est née l'une des traditions les plus célèbres et controversées de l'histoire, la pratique du bandage des pieds, connue parmi les Chinois sous le nom de pied de lotus. Cette pratique est apparue vers le Xe siècle, durant la dynastie Song, qui a régné de 960 à 1279. Selon les archives historiques chinoises, le bandage des pieds a commencé parmi les dames de cour, les danseuses
et les concubines de la cour impériale, les femmes aux pieds miniatures, ont rapidement gagné une popularité particulière auprès des hommes de la noblesse. Et bientôt, ce nouvel idéal de beauté est devenu souhaité par toute l'aristocratie chinoise. Le processus de bandage des pieds commençait généralement dès le jeune âge, vers 7 ans, et était accompagné de douleurs intenses et de blessures. Tout d'abord, les jambes des filles étaient trempées dans de l'eau chaude, avec l'ajout d'herbes médicinales pour assouplir les tissus. Ensuite, tous les orteils, à l'exception du gros orteil, étaient pliés vers le bas et tirés sous la plante du pied, avec des efforts considérables, pliant en faide, le pied en deux. Après cela, les jambes étaient étroitement bandées, avec de longues bandes de soie. Lors du premier bandage, la fille ressentait une douleur intense, ce qui provoquait des cris et des larmes. Déjà quelques jours après cette procédure, les pieds s'enflammaient et enflaient, tandis que la peau se fissurait, formant des ulcères et des plaies ouvertes. Les bandages étaient effectués régulièrement tous les quelques jours ou semaines, chaque fois en serrant un peu plus les bandages pour réduire progressivement la taille du pied. La procédure était accompagnée d'une odeur caractéristique, forte et désagréable, causée par l'infection persistante et la nécrose des tissus. Malgré les souffrances, le processus de bandage se poursuivait et les femmes enduraient un inconfort constant et des complications, considérant cela comme un sacrifice nécessaire pour respecter l'idéal de beauté et le statut social. L'idéal était un pied ne mesurant pas plus de 12 centimètres, appelé lotus d'or. Selon l'opinion de la noblesse chinoise, de tels pieds miniatures symbolisaient la beauté féminine, l'élégance et un statut social élevé. Une femme aux pieds de lotus éprouvait des difficultés à se déplacer et ne pouvait avancer qu'en faisant de petits pas, s'appuyant sur une canne ou sur des serviteurs. Cet état d'impuissance et de fragilité soulignait son statut élevé, indiquant l'absence de nécessité de travail physique. Mais pourquoi la société chinoise valorisait-elle autant cette pratique douloureuse ? Cela reposait sur une profonde conviction de l'élite selon laquelle la beauté d'une femme était étroitement liée à sa faiblesse et à sa dépendance vis-à-vis de l'homme. Plus une femme était perçue comme impuissante et fragile, plus elle apparaissait attrayante et digne aux yeux de la société. Les pieds miniatures symbolisaient la prospérité matérielle de la famille, car seules les personnes aisées pouvaient se permettre d'avoir une fille incapable de travailler. Ainsi, le bandage des pieds est devenu une sorte de signe d'appartenance aux couches supérieures de la société. Dans la littérature chinoise, les femmes aux pieds de lotus étaient célébrées par les poètes et les artistes comme un symbole de féminité. Dans des romans célèbres de l'époque, tels que Le rêve dans le pavillon rouge, les piétos miniatures des héroïnes étaient décrits avec admiration, soulignant leur douceur et leur élégance. Cela a montré comment l'idéal esthétique était soutenu par l'art et la création littéraire. Outre les aspects esthétiques et statutaires, le bandage des pieds avait également une fonction pratique. Une femme, limitée dans ses déplacements, ne pouvait pas quitter la maison seule, ce qui soulignait pleinement sa dépendance vis-à-vis des hommes et renforçait les normes patriarcales de la société chinoise. D'un point de vue médical, la procédure avait de graves conséquences pour la santé. La déformation des pieds affectait négativement la circulation sanguine et causait des dommages aux muscles, aux tendons et aux os. Les femmes souffraient de douleurs chroniques, étaient sujettes aux infections et même à la gangrène. Néanmoins, les filles
devait endurer ses souffrances pour se conformer aux normes strictes de beauté et de prestige social. La pratique du bandage des pieds a atteint son plus grand essor durant la dynastie Ming au Xe siècle, lorsque cette tradition est devenue obligatoire pour la plupart des familles nobles. Cependant, à partir de la fin du XIXe siècle, grâce aux efforts des femmes militantes, des missionnaires européens et des réformateurs chinois, une campagne active contre cette pratique cruelle a été lancée. En conséquence, au début du XXe siècle, le bandage des pieds a été officiellement interdit par les autorités chinoises. Néanmoins, pendant encore plusieurs décennies, cette tradition a continué à exister secrètement dans les zones rurales de Chine. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que le bandage des pieds a définitivement disparu, devenant un souvenir amer de la cruauté des idéaux culturels, de beauté et de prestige. Si rien de ce qui précède ne vous a surpris, déplaçons-nous au Japon et examinons l'une des pratiques les plus inhabituelles et effrayantes de l'histoire, la momification volontaire, connue au Japon sous le nom de Sakushenbutsu. L'idée de se transformer consciemment en momie semble totalement inconcevable. Cependant, des moines bouddhistes japonais ont réellement choisi ce chemin à la recherche de l'illumination spirituelle et d'une reconnaissance éternelle. Cette tradition unique est née au Japon vers les Xe-XIe siècles et était étroitement liée à une branche du bouddhisme japonais connue sous le nom de Shingon. Selon l'enseignement de cette école, les moines ayant choisi la momification n'étaient pas considérés comme morts au sens traditionnel du terme. Ils croyaient que cette pratique permettait à leurs âmes de s'unir au Bouddha, accédant ainsi à la vie éternelle et à la sainteté. De plus, ils pensèrent que leur corps restait ici comme des phares spirituels, guidant les gens vers l'illumination. La préparation à la momification commençait longtemps avant la mort et pouvait durer de plusieurs années à une décennie entière. Au début, le moine devait renoncer résolument à sa vie habituelle et emprunter le difficile chemin du sacrifice spirituel. Il entamait un jeûne strict avec de lourdes restrictions afin de préparer son corps à la perte de tissus graisseux et musculaires. Ce processus pouvait durer environ 1000 jours, durant lesquels le moine se privait complètement de nourriture ordinaire et suivait un régime strictement limité, composé uniquement de noix, de graines, d'écorces d'arbres, de racines et d'herbes. Une alimentation aussi pauvre en nutriments entraînait une perte de poids drastique et une faiblesse générale de l'organisme. Dès cette étape, son corps commençait à changer. Il devenait plus maigre, pâle et parcheminé. Après la première étape, la seconde commençait, durant encore 1000 jours et ayant un caractère encore plus difficile. Le moine commençait à boire un thé spécial, préparé à partir de l'écorce et des racines de plantes toxiques, comme le rusé, qui était traditionnellement utilisé pour vernir le bois. Ces plantes contenaient des toxines provoquant de fortes douleurs, des vomissements constants et une déshydratation, tout en ayant des propriétés inhibant l'activité des bactéries et des parasites, empêchant ainsi la décomposition du corps après la mort. En conséquence, le corps du moine devenait progressivement un véritable prototype de momie, même avant son départ de ce monde. La dernière étape de la préparation consistait en une immersion volontaire dans une chambre funéraire spécialement conçue, légèrement plus grande que les dimensions du corps du moine, où il adoptait la posture du lotus et s'enfonçait dans une profonde méditation. La chambre était complètement fermée, ne laissant qu'un étroit tube pour la ventilation et une cloche que le moine
utilisé quotidiennement pour confirmer qu'il était toujours en vie. Chaque jour, il continuait à méditer et à sonner la cloche. Lorsque le son cessait, le tube était scellé et la chambre restait fermée pendant les 3 années suivantes. Au bout de ce temps, les disciples ouvraient la chambre pour vérifier l'état du corps. S'il était dans un bon état de momification naturelle, le moine était reconnu comme Saku Shenbutsu ou Bouddha, vivant ayant atteint l'illumination ultime. Son corps devenait un objet de vénération, exposé dans les temples et servant de lieu de pèlerinage pour les croyants. Si le corps n'atteignait pas l'état de momification, il était tout de même vénéré, mais le statut de Saku Shinbutsu ne lui était pas attribué. Cela se produisait assez souvent, car achever le processus de momification était très difficile et nécessitait une immense force de volonté et une endurance physique. Malgré ses aspects sombres, la pratique de la momification volontaire n'a été interdite par les autorités japonaises qu'à la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'une protection contre des coutumes obsolètes. Cependant, certains moines ont continué à pratiquer secrètement le Saku Shenbutsu même au XXe siècle. Les derniers cas documentés concernent un moine nommé Bukai, qui a pris cette décision en 1903. En tant que disciple de l'école Shingon, il a strictement suivi toutes les étapes du processus. Après sa mort, son corps a été extrait de la chambre et a été trouvé dans un état excellent, entièrement momifié, ce qui a permis de le reconnaître comme un véritable Saku Shinbutsu. La momie du moine est actuellement conservée dans le temple Kannaji, dans la préfecture de Yamagata, et continue d'attirer des dévots et des pèlerins du monde entier. À l'heure actuelle, il ne reste qu'environ 20 momies, officiellement reconnues au Japon, qui se trouvent dans des temples. Nous nous dirigeons maintenant vers les forêts tropicales, inaccessibles de l'Amazonie, situées à la frontière entre le Brésil et le Venezuela. Dans ces jungles denses vit la tribu Yanomami, l'une des plus grandes et des plus isolées des tribus indigènes d'Amérique du Sud. Leur culture et leur mode de vie se sont préservés pratiquement sans changement pendant des siècles, conservant des traditions qui peuvent sembler incroyables et même choquantes aux yeux des gens modernes. La tradition la plus étonnante et inhabituelle parmi celles-ci est l'endocannibalisme rituel, qui consiste à consommer les cendres des proches. La tribu Yanomami est longtemps restée peu connue du monde extérieur, en raison de son isolement et de ses territoires difficiles d'accès. Les premiers contacts avec eux n'ont eu lieu qu'au XXe siècle, et jusqu'à cette époque, la tribu existait de manière totalement autonome, préservant un mode de vie presque primitif. Aujourd'hui, la population de la tribu est d'environ 35 000 personnes, qui continuent de vivre dans de petits villages dispersés à travers la jungle. Leurs habitations traditionnelles sont de grandes huttes rondes avec des espaces ouverts à l'intérieur, où plusieurs familles peuvent vivre en même temps. Il convient de souligner que le cannibalisme dans ce contexte n'est pas agressif ou violent et n'est pas associé à des meurtres ou à de la violence. Pour la tribu Yanomami, la consommation des cendres des défunts est un rituel profondément spirituel et respectueux. Il permet aux proches d'honorer la mémoire du défunt, d'acquérir sa force et sa sagesse, ainsi que d'assurer un passage digne de l'âme vers l'au-delà. Lorsqu'un membre de la tribu décède, son corps est soigneusement préparé pour la cérémonie funéraire. Tout d'abord, le corps est orné de peintures et de motifs végétaux, puis il est placé dans un endroit spécial, éloigné des huttes d'habitation, et recouvert de feuilles. Il y reste jusqu'à ce que les premiers signes de décomposition apparaissent,
Ensuite vient l'étape clé. Le corps est placé sur le bûcher funéraire et brûlé jusqu'à complète incinération. Après la crémation, les os restants sont soigneusement rassemblés, réduits en poudre et mélangés avec de la purée de banane ou d'autres fruits et plantes. Le mélange obtenu est distribué parmi les membres de la famille et les proches qui l'acceptent avec respect lors d'une cérémonie spéciale, accompagnée de chants rituels et de prières. Ce processus peut s'étendre sur plusieurs jours et est d'une solennité et d'une sacralité exceptionnelles. Ainsi, selon les croyances du peuple Yanomami, l'esprit du défunt ne quitte pas la tribu, mais continue de vivre parmi ses proches, leur offrant force et sagesse pour la vie. Mais pourquoi les Yanomami pratiquent-ils un rituel aussi inhabituel et même effrayant? Pour eux, la mort représente quelque chose d'inhabituel et de dangereux. Les Yanomami croient que l'âme du défunt ne quitte pas immédiatement le monde des vivants et peut être sujette à l'influence d'esprits malveillants, menaçant ceux qui restent en vie. Pour prévenir cela, il est nécessaire de consommer les cendres du défunt, ce qui assure la libération définitive de l'âme et sa protection contre le mal. Le rituel de l'endocannibalisme remplit non seulement une fonction de protection contre les forces malveillantes. La consommation des cendres symbolise le retour de l'énergie vitale et de la sagesse des défunts dans la tribu, leur permettant de rester une partie de la communauté et de continuer à vivre parmi leurs proches. Ainsi, cet acte non seulement honore la mémoire du défunt et protège la tribu, mais favorise également la réintégration du défunt dans la société, préservant sa force vitale et ses connaissances. Bien que cette tradition choque de nombreux observateurs extérieurs, pour les Yanomami, elle représente un aspect fondamental de leur identité culturelle et de leurs croyances. La consommation des cendres des proches est perçue comme un devoir sacré pour chaque membre de la famille, reflétant un profond amour, un respect et un lien spirituel avec le défunt. Au cours des dernières décennies, sous l'influence des contacts avec le monde extérieur et des activités missionnaires, cette coutume disparaît ou se transforme progressivement. La jeune génération Yanomami renonce de plus en plus aux anciennes traditions, bien que dans les villages reculés de l'Amazonie, le cannibalisme rituel soit encore pratiqué. Il existe une tribu avec des traditions encore plus complexes et tragiques. Nous nous dirigeons vers des îles reculées du Pacifique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vit la tribu Foré, au milieu de forêts montagneuses isolées et de profondes vallées. Ce petit peuple est devenu célèbre grâce à l'une des pratiques funéraires les plus extraordinaires et tragiques, liées à la consommation de parties des corps des proches décédés. La tribu Foré, vivant dans les régions montagneuses orientales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est restée presque complètement isolée du monde extérieur pendant longtemps, préservant un mode de vie traditionnel et des coutumes anciennes. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on savait très peu de choses à leur sujet, jusqu'à ce que des scientifiques et des anthropologues s'intéressent à la mystérieuse et mortelle maladie appelée kourou, largement répandue parmi ce peuple. Le kourou se caractérisait par des symptômes neurologiques graves et progressifs. Au départ, les personnes atteintes présentaient une perte de contrôle de leurs mouvements, avec l'apparition de tremblements, de convulsions et de troubles de la coordination. Au fil du temps, les symptômes devenaient de plus en plus prononcés, entraînant une perte de la capacité à marcher, à parler et à manger, se terminant finalement par un état d'immobilité totale et la mort. Les scientifiques et les médecins
ont longtemps eu du mal à déterminer les causes de cette mystérieuse maladie, car elle n'était observée qu'au sein de la tribu Foré. À la suite d'années de recherche dans les années 1950 et 1960, une cause choquante du Kourou a été identifiée, le cannibalisme, qui faisait partie des rites funéraires traditionnels de la tribu. Lorsque quelqu'un mourait, ses proches, en particulier les femmes et les enfants, se rassemblaient pour préparer soigneusement le corps en vue de la cérémonie funéraire. Contrairement à la tribu Yanomami, les Forés ne procédaient même pas à la crémation des défunts, mais pratiquaient la dissection des corps. Ils enlevaient les organes internes et préparaient avec respect des parties spécifiques du corps, en particulier le cerveau, qui revêtait une signification sacrée particulière. Selon la croyance de la tribu, en consommant le corps du défunt, en particulier le cerveau, les proches parents s'appropriaient sa sagesse, ses connaissances et sa force spirituelle. Ainsi, les défunts demeuraient une partie de la famille, et leur énergie spirituelle et intellectuelle revenait à la tribu. Cependant, c'est précisément le cerveau qui était traditionnellement réservé principalement aux femmes et aux enfants, qui est devenu la source de la maladie du Kourou. Le cerveau des défunts, atteints du Kourou, contenait un agent infectieux spécifique qui détruisait le tissu nerveux et le cerveau des personnes en bonne santé, ayant consommé des parties du corps contaminées. Cette pratique a conduit à une terrible épidémie de Kourou dans les années 1940, faisant de nombreuses victimes parmi les membres de la tribu. Pourquoi la maladie touchait-elle principalement les femmes et les enfants? Les hommes de la tribu Foré ne participaient généralement pas à ce rituel, car il existait une répartition claire des parties du corps à consommer au sein de la tribu. Aux femmes et aux enfants étaient attribués les organes internes et le cerveau, tandis que les hommes échangeaient la viande des bras et des jambes du défunt, où le niveau de l'agent dangereux était nettement plus bas. Après que les scientifiques ont établi un lien direct entre la maladie et le cannibalisme, les autorités et les missionnaires ont lancé une campagne pour mettre fin à cette pratique. Avec le temps, la tribu a commencé à renoncer à la pratique du cannibalisme, ce qui a contribué à réduire l'épidémie. Cependant, en raison de la longue période d'incubation de la maladie, qui varie de 5 à plus de 20 ans, des cas isolés ont continué à être enregistrés jusqu'aux années 1990, même après l'arrêt de la pratique dans les années 1960. Actuellement, la tribu Foré a complètement rejeté le cannibalisme rituel et la maladie du Kourou est considérée comme pratiquement vaincue, les derniers cas ayant été enregistrés il y a plusieurs décennies. Néanmoins, ce tragique épisode demeure un exemple frappant de la manière dont des pratiques culturelles traditionnelles et profondément ancrées peuvent avoir des conséquences graves pour un peuple. Nous avons discuté des coutumes inhabituelles liées aux modifications de l'apparence et aux rituels funéraires choquants. Passons maintenant à des traditions tout aussi fascinantes liées à la transition vers l'âge adulte. Dans la société moderne, le passage à l'âge adulte se fait de manière assez simple. Une fois qu'une personne atteint un certain âge, elle est automatiquement reconnue comme mature et responsable. Pour de nombreuses tribus, cette tâche est loin d'être simple. Et pour mériter le titre d'adulte, il est nécessaire de passer par des épreuves sérieuses et souvent dangereuses. Un exemple frappant de ces épreuves extrêmes est le rituel pratiqué sur des îles éloignées de Vanuatu dans le Pacifique. Cet archipel, composé de nombreuses petites îles, impressionne les voyageurs non seulement par sa nature vierge, ses forêts tropicales et ses plages de sable blanc,
mais aussi par les traditions étonnantes des tribus locales qui se sont conservées depuis les temps anciens. L'une des traditions les plus célèbres et spectaculaires est le saut avec des lianes, ou nagol, un rituel d'initiation extrême auquel chaque jeune homme de l'île de Pentecôte doit se conformer. Ce rite, selon les anciennes légendes, a vu le jour il y a plusieurs siècles et s'est profondément enraciné dans la culture des tribus locales. L'origine du rite est liée à une ancienne légende sur une femme qui s'est échappée d'un mari cruel. Montée sur un arbre élevé, elle a attaché ses jambes avec des lianes et a sauté en bas. Son mari, qui s'est précipité derrière elle, s'est tué, n'ayant pas de lianes. La femme, quant à elle, a survécu grâce à leur élasticité. Ainsi, les habitants du village ont commencé à reproduire son saut, le transformant en un rituel traditionnel, symbolisant le courage, la bravoure et la force. Depuis lors, les jeunes hommes de Vanuatu passent chaque année une épreuve mortellement dangereuse pour démontrer leur maturité, leur courage et leur préparation à la vie d'adulte. Comment se déroule donc ce rituel risqué? Tout commence par la construction d'une haute tour en bois d'environ 30 mètres de hauteur, qui ressemble à des échafaudages grossièrement assemblés. La tour est construite exclusivement à partir de matériaux naturels et est réalisée sans utiliser de clous, d'éléments métalliques ni d'outils modernes. Cela confère à la structure une instabilité et une fiabilité douteuses, ce qui augmente le risque et le danger du rite. Le jour de la cérémonie, les jeunes hommes montent sur la plateforme supérieure de la tour. Chacun d'eux choisit prudemment une paire de lianes qu'ils attachent à leurs chevilles avant de sauter. La caractéristique clé de ce rituel réside dans le calcul précis de la longueur des lianes. Elles ne doivent pas être trop longues pour éviter de toucher le sol, ni trop courtes, sinon le saut est considéré comme un échec. La mesure des lianes est un véritable art qui se transmet des générations plus âgées à la jeunesse. Lorsque le jeune homme se prépare à sauter, autour de lui se rassemble la tribu, sa famille, les anciens et de nombreux spectateurs qui chantent des chants rituels, dansent et l'encouragent activement par des cris. L'atmosphère est chargée de tension, car sa vie et son avenir dépendent de la précision de ses calculs et de son courage. Le saut s'effectue les bras ouverts et la tête en avant. On considère que plus il se rapproche du sol pendant sa chute, plus le rituel est réussi. Cela souligne non seulement le courage physique, mais aussi la force de l'esprit. La moindre erreur peut entraîner des blessures graves ou même la mort. Malgré tous les risques, les jeunes de Pentecôte se soumettent chaque année, volontairement, à cette épreuve. Ce rituel leur permet de gagner le respect et la reconnaissance au sein de leur communauté. Celui qui réussit son saut devient un membre à part entière de la tribu, acquiert le droit de se marier, de fonder une famille et d'occuper des postes significatifs dans la société. Le saut est également associé de manière symbolique à la récolte du taro, le principal aliment de l'île. Les habitants croient que des sauts réussis annoncent une récolte abondante et fertile l'année suivante. Les chercheurs contemporains considèrent le rituel des sauts avec des lianes comme un exemple frappant de phénomène culturel, reflétant le lien entre l'homme et la nature, ainsi que ses croyances sociales et religieuses. Malgré l'influence de la civilisation et du tourisme, le nagol conserve sa pertinence aujourd'hui, attirant désormais de nombreux touristes désireux de voir ce spectacle de leurs propres yeux. Notre voyage se poursuivra maintenant en Amazonie, où nous attend un rituel de passage
à l'âge adulte, tout aussi captivant. Les gants de fourmis. Les Satyre-Mavé sont une petite tribu amazonienne, principalement située au Brésil, comptant environ 12 000 personnes. Depuis longtemps, ils sont connus pour leur remarquable endurance et leur capacité à supporter la douleur physique. Ces qualités sont à la base de leur rituel unique et brutal, destiné à tester la résistance, le courage et la ténacité des jeunes hommes. L'élément central du rituel est constitué par les fourmis balles, qui habitent exclusivement les jungles amazoniennes. Leur nom est lié au fait que la morsure de cet insecte provoque une douleur comparable à celle d'une blessure par balle. On considère que cette morsure est l'une des plus douloureuses parmi tous les insectes sur Terre. La douleur pénètre toutes les parties du corps et peut durer jusqu'à 24 heures, accompagnée de crampes intenses, de nausées et d'une paralysie temporaire. Dans la culture de la tribu, la fourmi balle occupe une place particulière en tant qu'être sacré, incarnant un puissant esprit de force et de bravoure, conférant ses qualités à ceux qui sont marqués par sa morsure. Les fourmis sont profondément respectées au sein de la tribu, évitant leur extermination inutile et ne les capturant que pour le rituel. Pour sa réalisation, les anciens et les chamans se rendent d'abord dans la jungle, où ils attrapent les fourmis avec précaution. Ensuite, les insectes sont placés dans une solution herbacée spéciale qui les apaise légèrement. Cela permet de les disposer soigneusement dans des gants tressés de feuilles, de sorte qu'ils ne puissent pas s'échapper, mais puissent facilement mordre les mains de la personne qui les a insérés à l'intérieur. Le rituel commence lorsque le jeune homme de la tribu, ayant atteint environ 13 ans, enfile les gants. À ce moment-là, les fourmis sont dans un état d'agressivité, car elles ont été secouées à l'avance avant le rituel. Dès que les mains du jeune homme se trouvent dans les gants, des centaines de fourmis en colère s'attaquent immédiatement à sa peau. Le jeune homme doit garder ses mains à l'intérieur pendant au moins 10 minutes, tout en étant strictement interdit de crier, de pleurer ou de montrer de la douleur. Il doit conserver un calme et un courage absolu, démontrant sa résistance et sa capacité à supporter la souffrance. Après avoir terminé l'épreuve, les gants sont retirés et les jeunes ressentent souvent un profond choc, accompagné de crampes, de vertiges et de douleurs intenses dans tout le corps. À première vue, après de telles souffrances, le rituel devrait se terminer, mais en réalité, ce n'est que le début. Selon la tradition des Satyre-Mavé, pour être reconnu comme un véritable homme et un membre à part entière de la tribu, le jeune doit subir une épreuve similaire au moins 20 fois au cours de plusieurs mois, voire d'années. Ce n'est qu'après avoir complété 20 cérémonies douloureuses qu'il obtient le droit d'être considéré comme adulte, de se marier et d'occuper une place respectable parmi ses pairs. Pourquoi la tribu pratique-t-elle un rituel aussi sévère et que symbolise-t-il pour ses membres? Avant tout, cette épreuve sert de filtre, testant le courage et la résistance du jeune homme, tout en soulignant son statut d'homme adulte. Selon les croyances des Satyre-Mavé, seul celui qui est capable de surmonter une douleur écrasante et de garder son sang-froid mérite respect et reconnaissance au sein de la communauté. À travers la souffrance, le jeune acquiert force spirituelle, endurance et capacité à protéger sa tribu contre les ennemis et les difficultés de la vie dans les conditions difficiles des jungles amazoniennes. Actuellement, ce rituel occupe toujours une place importante dans la culture de la tribu, bien qu'il soit progressivement critiqué et influencé par le monde extérieur. Des études modernes montrent que les morsures incessantes des fourmis, bien qu'elles ne soient pas mortelles,
peuvent entraîner de graves problèmes de santé à long terme, y compris des dommages au système nerveux. Néanmoins, les habitants continuent de suivre ce rituel, le considérant comme une partie intégrante de leur identité et de leur patrimoine culturel. Nous plongeons maintenant au cœur des jungles amazoniennes vers la tribu Matis. Cette communauté, qui compte un peu plus de 300 personnes, vit dans des recoins isolés de l'Amazonie brésilienne à la frontière du Pérou. Leur mode de vie isolé a préservé des traditions anciennes et parfois sévères, y compris le rituel de saignée, qui est une partie importante du processus de maturation et de purification spirituelle. La tribu Matis est connue parmi les chercheurs et les anthropologues pour ses rituels d'initiation stricts et complexes. La saignée occupe une place centrale dans les rituels de la tribu, car il est considéré que le sang humain incarne la force vitale et l'énergie, tout en étant une source de pureté spirituelle. Ce rite est généralement effectué lors de l'initiation des jeunes hommes ayant atteint 13 ans. Cependant, il est parfois répété par des hommes adultes si les chamans et les anciens décident qu'une personne a besoin de purification et de restauration de sa force spirituelle. La cérémonie commence par la préparation des participants, qui sont ornés de peintures rouges vives et de motifs noirs, symbolisant la protection contre les esprits malins et la préparation aux épreuves. Ensuite, les anciens et les chamans préparent soigneusement des aiguilles en bois et des épines osseuses aiguisées d'animaux pour percer la peau. La saignée s'effectue de la manière suivante. Le chaman, ou l'ancien de la tribu, effectue, à l'aide des outils préparés, de nombreuses piqûres superficielles mais douloureuses sur les bras, les jambes, la poitrine et le dos du jeune homme. L'une des particularités est que le sang ne s'écoule pas simplement, mais est recueilli à l'aide de matériaux spéciaux, tels que des bouquets de feuilles, des morceaux d'écorce ou des récipients spécialisés. Après cela, le sang recueilli est brûlé ou enterré dans le sol, dans le cadre d'un rituel séparé, symbolisant le retour de la force vitale à la nature, aux esprits des ancêtres et de la jungle. Au cours de la saignée, les jeunes hommes doivent maintenir un calme et une maîtrise de soi absolue, malgré la douleur. Manifester de la peur, des larmes ou des cris est considéré comme une honte et indique une faiblesse spirituelle. Ainsi, les jeunes hommes s'efforcent de faire preuve de courage en affrontant les épreuves avec fierté. Selon les croyances de ce peuple, le rituel de saignée joue un rôle spirituel important. Il purifie l'individu des maladies, des pensées négatives et des énergies néfastes que la tribu considère comme s'accumulant dans le corps et le sang. Les Matis croient qu'en laissant s'écouler leur sang, ils purifient non seulement leur corps, mais aussi leur âme, ouvrant la porte à une nouvelle force spirituelle pure. Cette épreuve est perçue comme une forme de renaissance spirituelle et constitue une étape nécessaire pour qu'un jeune homme puisse devenir un membre à part entière et respecté de la société. Après avoir traversé le rituel, l'individu se renforce tant physiquement que spirituellement, acquérant le respect des anciens et le droit de participer à la chasse et aux actions militaires. De plus, il est considéré que le sang retourné à la terre renforce le lien avec les esprits des ancêtres et de la jungle, assurant leur protection et leur soutien à l'avenir. Les anthropologues modernes soulignent l'importance de tels rituels pour les petites tribus amazoniennes, car ils contribuent à renforcer la cohésion sociale, à préserver l'identité culturelle et à transmettre les connaissances anciennes d'une génération à l'autre.
Cependant, dans un contexte d'influence croissante du monde extérieur et de critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme, la tribu se trouve confrontée à la nécessité de protéger et de préserver ses traditions. Malgré les critiques, les Métis sont convaincus que ces rites constituent une part essentielle de leur patrimoine culturel et sont une source de fierté pour le peuple. Ensuite, nous nous dirigerons vers l'incroyable et mystérieuse Inde, un pays réputé non seulement pour ses anciens temples et sa philosophie, mais aussi pour ses traditions colorées, parfois choquantes. L'un des rituels religieux les plus inhabituels et spectaculaires de cet endroit est le festival de Thaipusam, dont l'histoire remonte à plus de 2000 ans. Le festival de Thaipusam est célébré chaque année par des millions d'hindous tamouls dans des pays tels que l'Inde, la Malaisie, Singapour et le Sri Lanka. Cette fête est dédiée à Murugan, le dieu de la guerre et de la sagesse, fils du dieu suprême Shiva. Selon les anciennes légendes, c'est en ce jour que la déesse Parvati a remis à son fils la lance sacrée avec laquelle il a triomphé du démon maléfique Surapadman. Depuis lors, Thaipusam est devenu un symbole de la victoire du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres, ainsi qu'une fête durant laquelle les croyants se purifient de leurs péchés et de l'énergie négative. Le nom de ce festival provient du mot Thai, le nom du mois dans le calendrier tamoul, qui correspond à janvier, et Pusam, qui signifie étoile, atteignant sa position la plus élevée dans le ciel le jour de la célébration. Le jour de la fête, les rues des villes se remplissent de nombreuses personnes vêtues de vêtements colorés, qui chantent, dansent et jouent des tambours. Cependant, la partie la plus impressionnante et choquante du festival est la pratique rituelle de la perforation du corps. Les croyants s'engagent volontairement dans des procédures douloureuses pour exprimer leur dévotion au dieu Murugan, en remerciement pour des vœux exaucés ou dans l'espoir de recevoir son aide et sa bénédiction. Les participants au festival observent préalablement un jeûne strict pendant plusieurs semaines, renonçant à la viande, à l'alcool et au divertissement. Cela est nécessaire pour une préparation spirituelle et physique aux épreuves à venir. La veille de la fête et dans les heures matinales de Thaipusam commence le rituel principal. Après de longues prières et des rituels de purification, la peau du visage, de la poitrine, du dos, des bras et même de la langue des participants est percée avec des tiges et des crochets en métal. Beaucoup de fidèles, en particulier ceux qui croient profondément, portent sur leurs épaules des kavadis, de grands et lourds autels décorés en métal et en bois, qui sont fixés à leur corps à l'aide de crochets et de chaînes. Ce processus est impressionnant et parfois effrayant. Lors de la procession, les participants, avec des dizaines de tiges métalliques et parfois même leur langue traversant leur peau, parcourent les rues, symbolisant leur volonté de sacrifier le corps pour l'illumination spirituelle. Malgré la douleur du processus, les croyants ne montrent généralement aucune réaction à la douleur, continuant à avancer dans un état de transe ou de profonde prière, selon leurs affirmations. Pendant le rituel, ils ne ressentent pas la douleur grâce à une protection spéciale du dieu Murugan, qui leur accorde force et protection. Pourquoi les gens se soumettent-ils volontairement à un rituel aussi douloureux? Selon les croyances hindoues, la souffrance aide à purifier le corps et l'âme des péchés, à se débarrasser des mauvaises actions et à se rapprocher de la grâce divine. Plus l'épreuve est difficile, plus le croyant mérite respect et reconnaissance aux yeux de la communauté
Il est également considéré que ce type de sacrifice confère une force spirituelle et le soutien des dieux pour réaliser les désirs les plus chers. Bien que Thaipusam soit visuellement attrayant et populaire, il fait l'objet de nombreuses critiques de la part des professionnels de la santé et des défenseurs des droits de l'homme. Il souligne le risque de blessures graves et d'infections survenant au cours des rituels. Dans des pays comme Singapour et la Malaisie, les autorités ont mis en place des règles sanitaires strictes pendant le festival, afin de réduire les risques pour la santé des participants. Examinons maintenant l'un des rituels les plus tragiques et choquants de l'histoire de l'Inde, le rite de Sati, ou l'auto-immolation des veuves. Pendant des siècles, cette tradition a été une composante importante de la culture dans certaines régions du pays, impliquant que la veuve suivait le corps de son mari sur le bûcher funéraire. Le nom du rituel provient du nom de la déesse Sati, épouse du dieu suprême Shiva, qui, selon les anciens mythes indiens, s'est volontairement jetée dans le feu en raison de l'insulte faite à son mari par son père. Dans la société hindoue, cet acte est devenu le symbole d'une dévotion et d'une fidélité féminine totale, même après la mort du conjoint. Le rituel de Sati est apparu vers le VIe siècle de notre ère, bien que certains historiens estiment que ces manifestations individuelles pourraient avoir émergé plus tôt. Cette coutume s'est particulièrement répandue au Moyen Âge et est restée populaire jusqu'au Xe siècle, principalement dans les régions nord et centrales de l'Inde. Son plus grand essor a eu lieu au Moyen Âge, lorsque les veuves se sacrifiaient régulièrement lors des rites funéraires. Il convient de noter que le rituel de Sati était principalement prédominant parmi les castes supérieures et l'élite